Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Kaolack, nouveau bilan des victimes de la capitale du Saloum, issu de la capitale du Saloum dans le naufrage d'une embarcation d'émigrés clandestins, 7 morts répartis dans 2 quartiers de la ville. Le gouverneur de la région lance un appel aux jeunes. Limogeage du commissaire central de Dakar, un expert en sécurité, commissaire divisionnaire à la retraite, parle de mesures excessives. Bassamba Camara reviendra sur d'autres cas où le commissaire central de Dakar a payé de son poste les dysfonctionnements de sécurité. 122 milliards de francs CFA, revenus des industries extractives du Sénégal en 2018. Le rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a été présenté ce matin. Le comité national de l'ITIE va initier des réformes pour exploiter tout le potentiel du secteur. L'essentiel de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Algérie, le verdict du procès de la corruption est tombé. 2 anciens premiers ministres du président Bouteflika écopent de 12 à 15 ans de prison ferme. Goodluck Jonathan va-t-il porter chance à la Guinée? L'ancien président du Nigeria et l'ex-président du Bénin, Nicéphore Soglo, vont tenter de désamorcer la bombe politique au pays de Alpha Condé. Ils sont arrivés à Conakry où ils se sont entretenus aujourd'hui avec l'opposition. Akon se retire de la présidentielle aux États-Unis. Le rappeur sénégalo-américain dit préférer se consacrer à sa musique d'abord. Le développement dans quelques minutes. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Malal Gagne Junior, bonjour. Bonjour Souleymane. Football, la Linguère de Saint-Louis fait sa mue. Relégué en Ligue 2 à la fin de la saison dernière, les dirigeants du club de la ville tricentenaire misent sur la jeunesse et la formation pour faire briller à nouveau l'équipe sur le plan national. Basketball, le final du tournoi de montée en première division après l'accession pour 4 équipes place à la finale pour être champion du Sénégal de la 2e division sur l'international Ligue des champions. Avec la dernière journée de la phase de poule, le champion en titre Liverpool doit gagner pour assurer sa place en 8e de finale. Le détail de tous ces titres dans le journal des sports que vous nous présenterez. Et puis, point de vue, ce mardi 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, nous parlerons de la situation des libertés, des droits fondamentaux et des autres droits consacrés au Sénégal. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Naufrage d'une embarcation de candidats à l'émigration clandestine au large de la Mauritanie. Il y a quelques jours, la ville de Kaolack continue de compter ses victimes. La capitale du Saloum a été durement affectée par le drame qui a pris la vie de désormais 7 jeunes Kaolackois selon le dernier bilan, d'où l'appel lancé par le gouverneur en direction des candidats à l'aventure à Kaolack. La correspondance d'Ibrahima Djamé. Au fur et à mesure que les investigations avancent, la liste des victimes du naufrage au large de la Mauritanie originaire de la région de Kaolack s'allonge de 5 déclarés au départ. Elle est passée à 6 et ensuite à 7. 7 jeunes Kaolackois ont péri dans cette embarcation de fortune. Un terrible drame qui affecte toute la région. Le gouverneur de région, Alun Badrambeng, interpellé sur cette catastrophe, exprime ainsi sa compassion. J'en profite pour, au nom de M. le Président de la République, présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées, mais aussi lancer un appel pour que vraiment qu'on fasse beaucoup plus attention à ce qu'on est en train de faire pour coûte partir en Europe, quel que soit le prix à payer. Ces jeunes frappés par le désespoir né du manque d'emploi ont bravé l'océan à leur risque et péril, même si selon le gouverneur, l'État est en train de faire beaucoup de choses. Je crois que l'État du Sénégal est en train de faire beaucoup de choses pour offrir des emplois, pour offrir des alternatives à ces jeunes et les empêcher d'aller vraiment vers une aventure inconnue. Encore une fois, exprimer toute la compassion vraiment de l'État du Sénégal envers ces familles éplorées. En tout cas, malgré cette hécatombe qui a frappé Kaolack, 7 morts, dont 5 aux abattoirs et 2 à Tabongoy, les jeunes du quartier ne semblent être dissuadés. Certains déclarent même que rien ne les empêchera de braver l'océan tant que cette vie de misère qu'ils mènent persiste. Ils n'attendent, disent-ils, que la fin du deuil pour embarquer une nouvelle alerte à l'endroit du gouvernement. Ibrahim Djamé, Kaolack, Radio Futur Média.
Ibrahim Diamé, justement, au chapitre des propositions pour apporter une solution à la question de l'emploi des jeunes, l'ancien administrateur du FNPJ, une des structures qui avait en charge l'emploi des jeunes, propose la tenue d'assises nationales de l'emploi des jeunes. Wali Fall pense que ces assises permettront de trouver des solutions à la lancinante question du chômage des jeunes au Sénégal. Il était l'invité des RFM Matin. Il faut nécessairement aller vers un sursaut national pour discuter sur les voies et moyens de trouver les meilleures opportunités à nos jeunes afin qu'ils aient des emplois décents et durables. Et pour cela, très certainement, une des solutions pourrait être la tenue des assises nationales de l'emploi des jeunes au Sénégal. Pour la bonne et simple raison que, en tout cas, depuis 2000, il y a eu des initiatives qui ont été prises par les différents gouvernements que nous avons connus. Je suis très bien placé pour le dire parce que j'ai été le premier administrateur du Fonds national de promotion de la jeunesse. Et en son temps, la volonté inébranlable du président Abdoulaye Wade d'aller dans le sens de renforcer les moyens mis à la disposition de la jeunesse pour leur permettre d'entreprendre et de trouver des emplois non salariés. De nombreuses rencontres se sont tenues sur la question, mais n'ont pas permis de régler le problème. Est-ce que ces assises ne risquent pas d'être une rencontre de plus ? Non, je ne crois pas, parce que les différentes rencontres que vous parlez consistent à des forats, à des panels qui sont organisés de manière disparate, de manière parcellaire. Et ça ne traduit pas vraiment, en fait, une mobilisation générale dans le cadre de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, pour moi, l'emploi des jeunes doit être de la responsabilité de tous. Et les jeunes eux-mêmes soient associés, n'est-ce pas, aux solutions qui seront trouvées pour leur trouver des emplois. Je crois que ça sera quelque chose d'exceptionnel, qui fera qu'aujourd'hui, tout le monde va penser emploi jeune. Et puis, toujours au sujet de la jeunesse, notez que vendredi prochain, 13 décembre, le Timbuktu Institute et la Fondation Konrad Adenauer vont présenter les résultats du projet de recherche portant sur les facteurs de radicalisation et la perception du terrorisme chez les jeunes des zones frontalières du Sénégal et de la Guinée. RFM, la radio autrement. Le commissaire divisionnaire de police à la retraite, Bassamba Camara, qualifie de mesure excessive le limogeage du commissaire central de Dakar, le commissaire Mamadou Ndour, qui a été relevé de ses fonctions hier, quelques jours seulement après la manifestation de Guy Marius Sagna et compagnie devant le palais présidentiel. À en croire cet expert en sécurité, il fallait de la clémence à l'égard du commissaire Mamadou Ndour. Le commissaire Bassamba Camara souligne que ce n'est pas la première fois qu'un commissaire central de Dakar est limogé à la suite d'incidents. Il est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. La décision, quand même, moi, je la trouve quand même assez excessive. Hein. On aurait pu vraiment ménager les gens. Ça, ce n'est pas tellement encourageant. Hein. Parce que quelqu'un qui vient tout juste de faire 2 mois, qui n'a même pas encore pris ses aises dans son bureau, on le limoge comme ça. Mais, comme je le dis encore, c'est des fonctionnaires, hein, vraiment de leur présence sur tel ou tel poste. Si l'autorité juge que peut-être il y a eu des défaillances, elle apprécie et selon vraiment ce qu'elle pense. Ce qui est certain, c'est que ce limogeage est lié certainement à cette affaire de Guy Marius Sagna. Et cela montre également que, il faudrait aussi que, au point de vue sécuritaire, que toutes les responsabilités soient situées. Ce n'est pas la première fois aussi. Hein. En 1987, il y a eu un cas comme ça. Quand il y a eu les événements de la police, vous vous souvenez aussi, quand il y a eu également les événements de Tchantakoun, le commissaire central a été relevé. Il y a eu également une fois un déficient mental qui avait jeté un caillou sur le côté présidentiel. Commissaire central. Parce que vous savez, le poste de commissaire central, c'est un poste extrêmement sensible et stratégique. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'appréciation de la situation de la part du désormais ex-commissaire central de Dakar? Moi, je ne pense pas. Parce que quand même, il faut dire la vérité. Le commissaire central de Dakar n'est même pas encore installé officiellement. Ils ont été peut-être pris de court, c'est possible. Mais je pense que quand même, on aurait pu être quand même un peu plus clément et apprécier la chose autrement. Alors maintenant, à Saint-Louis, où à travers une rencontre avec la presse, les travailleurs du secteur de la justice ont alerté ce matin au tribunal de grande instance de Saint-Louis pour dénoncer l'état de délabrement avancé des tribunaux d'instance et de grande instance avant d'exiger du gouvernement l'achèvement de la construction du nouveau palais de justice
dont le chantier dure depuis 10 ans maintenant. Maître Tanor Diamé, le porte-parole du syndicat des travailleurs de la justice section Saint-Louis, a également déploré le manque d'hygiène dans les blocs sanitaires du tribunal avec l'odeur nauséabonde qui se dégage des toilettes. Il est au micro de Mohamed Nabissila. Le bâtiment qui aujourd'hui abrite le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance de Saint-Louis est dans un état vraiment de vétusté très avancé. C'est un bâtiment colonial qui aujourd'hui présente des risques pour les travailleurs qui sont confrontés à des difficultés énormes. Vous pouvez le constater vous-même. Il suffit tout juste d'entrer dans les toilettes pour constater que vraiment le bâtiment est devenu invivable. Il y a même des risques que le bâtiment s'effondre d'un moment à l'autre. Ceci doit être communiqué en tout cas et signifié à l'autorité de tutelle pour que le nouveau palais de justice qui est en construction soit achevé au plus tôt possible. Et puis, nous allons parler maintenant à 12h11 des industries extractives qui ont généré 122 milliards de francs CFA pour l'économie nationale en 2018. C'est une révélation de la présidente du comité national de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le professeur Awa Marie Kolsek, qui annonce des réformes donc plus de transparence dans le secteur et pour exploiter tout le potentiel des industries extractives au Sénégal. Elle l'a dit ce matin lors de l'atelier de partage du rapport 2018 de l'ITIE. Écoutons Awa Marie Kolsek au micro d'Abdou Diouf. Les industries extractives contribuent au développement de notre pays, mais nous devons aussi dire que cette année, 122 milliards ont pu être comptabilisés comme recettes qui viennent du secteur extractif, ce qui fait à peu près 4,6% de notre budget national. Il faut dire qu'il y a quelques années, nous étions à 44 milliards par exemple. Mais nous devons aussi reconnaître que jusqu'à présent, le secteur minier est le secteur le plus important en matière de recettes et que les hydrocarbures commencent. Et nous avons l'espoir que quand nous allons exploiter notre pétrole et notre gaz, que cela aura un impact beaucoup plus important. Nous avons eu à faire des recommandations dont certaines sont déjà en cours de mise en œuvre, puisqu'il s'agissait de l'année 2018 et que nous avons, par exemple, le cadastre minier qui est déjà fait. Nous avons la télédéclaration que nous allons finaliser à la fin du mois. Et nous avons également les données personnelles qui sont vraiment prises en compte par le ministère de la Justice et nous attendons le décret qui devrait être signé incessamment. Comme autre nouveauté, en plus des critères qui avaient été proposés en 2016 par l'ITIE, 2019 apporte de nouveaux critères, comme la participation des femmes dans l'industrie extractive, mais également sur l'impact sur l'environnement. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République qui présidait cette rencontre en a profité pour répondre aux cimentiers qui se plaignent de la cherté de la taxe sur le ciment. Pour Mohamed Boun Abdallah Dionne, les ressources minières appartiennent au peuple qui doit en bénéficier. Il est toujours au micro d'Abdou Diouf. Je voulais également le rassurer sur les prélèvements. L'État du Sénégal, il a dit, prend 25%, se rémunère mieux que les investisseurs. Je dis heureusement. Le ciment, c'est quoi? C'est du calcaire à la base, un peu de phosphogypse. C'est ça le ciment. Vous mettez dans un four, vous avez du clinker. Mais le calcaire, il appartient au peuple sénégalais. C'est la Constitution qui le dit depuis la révision constitutionnelle de 2016. Les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais, souverain. Mais si on prend le calcaire du peuple sénégalais, il faudrait que le peuple se rétribue à hauteur de sa participation dans le ciment que vous produisez. Et c'est ça les 25%, heureusement. Donc, il faut aussi, je pense, dans le dialogue que nous avons avec le secteur privé, ramener les choses à l'endroit. Parce qu'il s'agit de notre calcaire, à nous tous. Mesdames et messieurs, le présent rapport ITIE portant sur l'année fiscale 2018 affirme que les recettes extractives s'élèvent à 122 milliards de francs CFA, dont 110 milliards de francs CFA de contribution au budget de l'État. Et en même temps, le rapport fixe les montants
payés aux fournisseurs de biens et services par notre secteur privé à 999 milliards de francs CFA. Ainsi, RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Allons à Diourbel où la Fédération des personnes vivant avec un handicap dénonce la mauvaise gestion du Centre national de formation et de réinsertion des personnes handicapées de Bambey et le manque d'efficacité de son directeur. En Assemblée générale à Diourbel, les personnes vivant avec un handicap ont demandé la fermeture du centre qui ne leur est d'aucune utilité à son état actuel. Babacar Diouf. Les personnes vivant avec un handicap dans la région de Diourbel ne semblent pas se retrouver dans la gestion du Centre national d'insertion des personnes handicapées de Bambey. D'ailleurs, elles ont demandé sa fermeture. Khadim Dien, le président. Mieux vaut fermer le centre et l'octroyer à un hôpital de niveau 2 pour Bambey. Comme ça, on saura que le centre est viable. Et pour cause, le centre engloutit beaucoup de deniers publics sans impact réel au niveau des cibles qui ont été à la base de sa création. Il y a au centre des ateliers, maraîchage, cordonnerie, tailleur, beaucoup de mais tout est fermé. Pourquoi? Parce que le centre est très mal géré. Ils ont un budget de 8 millions. Alors, en plus de ça, ils louent les chambres. Ils louent tout. Donc, c'est un centre commercial. L'objectif, c'est pas ça. La gestion du directeur est aussi une des causes fondamentales de la colère de la Fédération régionale des associations de personnes handicapées. Un centre où il n'y a pas de personnes handicapées. Un centre où on loue les chambres. Ça veut dire beaucoup de choses. La nuit, où le centre est très mal géré. Car même les travailleurs du centre me disent qu'ils n'ont pas de papier pour leur bureau. Ça, c'est scandaleux. En conclave ce week-end, les personnes handicapées de la région de Diourbel ont invité le gouverneur de région à être plus regardant dans la gestion de ce service public. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Écoutons à présent la réponse du responsable du centre. Le directeur qui dégage ces accusations porte contre lui et apporte des précisions sur la gestion du centre. Pour lui, le budget n'est plus de 8 millions, mais actuellement, il y a 6 millions de francs CFA. Abdoulaye Goudjabi au micro de Babacar Diouf. On a trouvé ici une situation qui nous permet au moins de pouvoir diversifier. Parce que quelque part, des fois, on a des difficultés même pour gérer certaines situations. Donc, on a jugé nécessaire de diversifier les ressources. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a pu acquérir des chaises au nombre de 100 pour pouvoir les lire et aussi initier un projet de poulailler qui n'a pas prospéré puisqu'on a eu quelques pertes. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait pour essayer d'améliorer les conditions de subsistance du centre. Nous avons des recettes par rapport aux AGR qui nous permettent de prendre en charge, comme je l'ai dit tantôt, certaines activités et aussi la prise en charge du personnel, l'entretien des locaux. Donc le centre aussi, depuis qu'il est mis en sous AGR et depuis aussi mon arrivée, on n'a pas encore organisé de réunion de comité de gestion. J'ai été voir le gouverneur sortant et on avait programmé, mais malheureusement avec les contraintes de temps, ça n'a pas pu se faire. Je m'indigne par rapport à cette situation-là, puisque la personne qui dit que ces gens qui viennent dormir ici la nuit et tout ça, il y a tout, c'est comme une auberge. Moi, je me dis qu'en fait, je suis désolé, mais malheureusement, moi, depuis que je suis venu, j'ai pris les précautions et j'ai pris la précaution de tout photocopier. Toute personne qui entre dans le centre est identifiée. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. En Algérie, le verdict du procès pour corruption est tombé. 2 anciens premiers ministres du président Bouteflika sont passés à la trappe. Ahmed Ouyahia, condamné à 15 ans de prison ferme et 12 ans pour Abdelmalek Sellal. Le verdict du procès pour corruption contre d'anciens dignitaires du président Bouteflika a été aussi lourd pour la majeure partie d'entre les accusés. Sodatiam. Il s'agit là du premier procès pour corruption sous l'ère Bouteflika. La justice algérienne a eu la main lourde ce matin en livrant son verdict. 2 anciens premiers ministres ont écopé chacun entre 15 et 12 ans de prison ferme. Il s'agit respectivement de Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
Selon France 24 qui donne l'information, le chef d'entreprise Abdeslam Bouchouré a lui été condamné à 20 ans de prison ferme. Et l'ancien patron des patrons, Ali Haddad, va devoir passer 7 ans de sa vie en prison. Le procureur de la République algérien avait requis 20 ans de prison ferme contre les 2 anciens premiers ministres du président déchu par la rue. C'est la première fois depuis que l'Algérie est indépendante que 2 anciens chefs de gouvernement ont été jugés. Un verdict qui tombe à 2 jours de l'élection présidentielle algérienne. En Guinée, 2 anciens présidents africains pour évaluer le processus électoral. Il s'agit du Béninois Nicéphore Soglo et du Nigérian Goodluck Jonathan, 2 anciens chefs d'État africains émissaires de la Fondation Kofi Annan et du National Democratic Institute pour évaluer le processus électoral. Dans la matinée, ils ont eu à rencontrer l'opposition guinéenne à Conakry, à Wambaye. La délégation de l'opposition, conduite par son chef de file, Cellou Dalein Diallo, était composée de Sidia Touré, du docteur Faya Milumuno et Ousmane Kaba. Les anciens chefs d'État du Nigeria et du Bénin, Goodluck Jonathan et Nicéphore Soglo, ont échangé avec ses opposants sur les législatives marquées aujourd'hui par une controverse liée à l'enrôlement des mineurs. Le débat sur le référendum constitutionnel fait partie aussi des sujets évoqués dans leur discussion. Cette visite de ces anciens chefs d'État à Conakry entre dans le cadre d'une mission de 5 jours à l'initiative du National Democratic Institute et de la Fondation Kofi Annan. Et l'objectif est d'évaluer les préparatifs des élections législatives reportées à plusieurs reprises et annoncées pour février prochain. Pour rappel, le projet controversé de nouvelle constitution qui pourrait ouvrir la voie à un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé est source de vives tensions qui ont fait une 20aine de morts depuis mi-octobre. Le Premier ministre éthiopien reçoit son Nobel aujourd'hui à Oslo. Abiy Ahmed, le Nobel le plus contesté, va recevoir sa distinction aujourd'hui à Oslo, en Norvège, mais ce sera dans la plus grande sobriété. Le Premier ministre éthiopien a été consacré Nobel de la paix le 11 octobre dernier pour saluer ses efforts de paix entre son pays et l'Érythrée. Akon retire sa candidature à l'élection présidentielle des États-Unis. Il l'a dit il y a de cela quelques minutes sur France 24. Akon se retire de la course à la Maison-Blanche alors que son équipe de campagne avait déjà été mise en place. Alun Badara Thiam, qui avait annoncé avoir réuni $1 million, 596 milliards de francs CFA pour développer l'Afrique, explique son revirement par le fait qu'il souhaite se consacrer à sa musique pour le moment. Akon, le rappeur sénégalo-américain, avait annoncé sa candidature contre Donald Trump en 2020 au sommet du One Young World le 19 octobre dernier. Avant Akon, le rappeur Kanye West avait lui aussi déjà déclaré sa candidature à la présidentielle américaine. C'est tout, Souleymane. Merci Binta Diallo. À point de vue, tout à l'heure, nous parlerons de la situation des libertés et droits fondamentaux ainsi que des autres droits à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée ce mardi 10 décembre 2019. Bonjour et bienvenue à Malal Diagne Junior. Merci Souleymane. Basketball d'abord, on joue les finales du tournoi de montée en première division. Oui, avec cet après-midi au stadium Marius Ndiaye, d'abord chez les filles, le CMT de Ziguinchor qui croise l'équipe de l'INSEPS de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces 2 équipes vont évoluer la saison prochaine dans la première division. Chez les hommes, la SSC Bob fera face à ISEC. Elles vont également évoluer en première division la saison prochaine. Atouman Gaye, monsieur communication, monsieur programmation de la Fédération sénégalaise de basketball, se prononce sur le niveau de ce tournoi de montée qu'il a eu à organiser pendant une dizaine de jours. Que nous l'écoutons. Le plan jeu et technique, je crois que ça est très bon tournoi et très relevé, surtout au niveau des garçons, parce qu'au niveau des garçons, à peu près, il y avait presque 8 prétendantes qui pouvaient bien accéder en première division. Déjà, j'avais à peu près pouvaient aller au podium, RSF Yoff, la même chose, Dream Act, la même chose. Bop, Isaac, ça fait presque 2 ans, ils vont toujours en demi-finale, mais malheureusement, chaque année en demi-finale, ils sont éliminés. Ce n'est même pas une révélation, parce que l'année dernière même, Kolda aussi avait tiré les quarts de finale avec Bop. Bon, je pense qu'au niveau des garçons, c'est un très bon niveau. Il y a à peu près 7 à 8 équipes vraiment qui pouvaient prétendre à accéder en première division. Par contre, au niveau des filles aussi, la même chose. À peu près, il y avait 4 équipes, à savoir Pékin Basket Club, CMT qui est là, Don Bosco, INSEPS,
mais avec Ziguinchor Basket Club. En tout cas, ça a été un niveau acceptable pour un tournoi national de montée. Football, la Linguère de Saint-Louis mise sur les jeunes pour revenir en Ligue 1. Relégués en Ligue 2 la saison dernière, les responsables du club de la ville de Saint-Louis misent désormais sur la jeunesse et sur la formation pour bâtir un club fort. Amara Traoré a entamé la nouvelle saison en Ligue 2 avec un groupe composé de 30 joueurs, parmi lesquels on peut retrouver 20 joueurs issus des centres de formation. Il veut également mettre en place un projet avec un budget de 2,3 milliards sur les 5 prochaines années. Amara Traoré, nous l'avons joint ce matin au téléphone. Ça nous permet de rebâtir, de reconstruire, de mettre un projet en place. Donc, on a repris l'entraînement depuis le 2 septembre avec un effectif remanié très jeune. 17 jeunes entre les cadres et les juniors. Aujourd'hui, on a fait confiance à ces jeunes-là pour essayer de bâtir une équipe dans le temps. On a un effectif de 35 jours parce qu'on a intégré beaucoup de jeunes. Pour la Ligue 1, nous avons décidé de prendre des jeunes de moins de 23 ans à partir de maintenant. Donc c'est pour ça que vous avez assez de jeunes, donc accompagnés de quelques vieux fiscales un peu. Maintenant, le budget, on tape sur un budget de 1,3 milliard sur les 5 ans à venir. C'est ça qui concerne notre projet parce que nous avons un projet de formation et de compétition. On n'a aucune pression pour monter tout de suite. On est en train de mettre un projet en place. Maintenant, si la montée se promène, donc on va bien la prendre. Par là, je pense que c'est comme ça qu'on peut bâtir un projet dans le temps. Ligue des champions, début de la dernière journée de la phase de poule ce soir. Il y a 6 rencontres au programme, les enjeux, les objectifs des uns et des autres détaillés par Sodekam. Pour cette 6e et dernière journée, les groupes EF-GH seront en lice ce mardi. Seul le leader de la poule F, le FC Barcelone, est sûr de passer en 8e de finale. Avec 11 points au compteur, les coéquipiers de Lionel Messi ont arraché l'un des tickets de la poule F. Le deuxième ticket va se jouer entre l'Inter et le Borussia Dortmund. Alors, ce sera la bataille à distance entre les Italiens qui défient le FC Barcelone et les Allemands qui croisent Slavia Prague. Parmi les clubs qui n'ont pas la certitude de passer au second tour, nous avons le tenant du titre, Liverpool. Le club de Sadio Mané sera en déplacement pour affronter Salzbourg. Seulement en cas de défaite, les Reds pourraient perdre leur titre si Naples gagne son match face au Racing Genk. Et ce serait une première pour un champion d'Europe en titre. Alors, Sadio Mané et ses coéquipiers n'ont pas droit à l'erreur, tout comme le Napoli de Kalidou Koulibaly. Même cas de figure dans les deux autres groupes en lice ce mardi. D'abord, la poule G, Leipzig, avec 10 points affronte Lyon, qui partage le même nombre de points que le Zénith Saint-Pétersbourg, qui joue contre Benfica. Dans la poule H, Ajax Amsterdam est à la quête d'un match nul pour assurer son ticket, mais ce sera face à FC Valence, qui aussi vise le second tour, tout comme les Blues de Chelsea qui accueillent Lille. Voilà, Suleiman. Merci, Malal Diagne Junior. Allez. Merci, Georges Détié Diop. Retour à l'actualité, nous apprenons à l'instant que Guy Marius Sagna et ses compagnons ont décidé de suspendre leur grève de la faim. Ils avaient entamé ce mouvement de grève de la faim au lendemain de leur arrestation et à la veille de leur placement sous mandat de dépôt. Ils expliquent leur décision par le fait que leurs proches, leurs sympathisants et de nombreux citoyens les ont appelés à cesser leur grève de la faim et ils ont donné une suite positive à ces nombreuses demandes. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h33, bienvenue à Point de vue. Nous parlons de la situation des droits de l'homme au Sénégal à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée aujourd'hui, 10 décembre. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec M. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. M. Ba, bonjour. Bonjour, Suleiman. Nous sommes également avec Maître Pape Sen, président du Comité sénégalais des droits de l'homme. Bonjour, Maître. Oui, bonjour, Suleiman. D'abord, avec vous, quelle est votre lecture, votre analyse de la situation des droits de l'homme au Sénégal? Quelle est la situation nette, justement, de ces droits de l'homme? Oui, Suleiman, permettez-moi d'abord de saluer mon jeune frère Babacar Ba et lui témoigner un peu de ma reconnaissance par rapport donc à tout ce qu'il fait donc pour les droits humains. Par rapport à la situation des droits de l'homme au Sénégal, je pense que c'est en fait une situation positive dans l'ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des organismes internationaux qui ont eu à noter le Sénégal par rapport donc à la situation des droits de l'homme dans notre pays, tels que l'Union européenne tout récemment,
ont considéré que la situation des droits de l'homme au Sénégal est normale. Cela, nous pouvons le dire pour plusieurs raisons. La première raison par rapport aux critères d'appréciation du degré de respect et de promotion des droits de l'homme dans un pays. D'abord, le Sénégal a adhéré et ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux, surtout en matière de droits de l'homme. Et un exemple, aujourd'hui, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous célébrons le 71e anniversaire aujourd'hui, a été donc intégrée dans le préambule de la Constitution de notre pays. Et même si, en soi, cette déclaration n'a pas une force contraignante, le simple fait pour le Sénégal de l'intégrer dans son préambule lui donne une valeur constitutionnelle. Je pense qu'il y a d'autres également instruments juridiques qui composent cette charte des Nations Unies, à côté de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que le Sénégal a ratifié. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Donc, bref, la quasi-totalité des instruments juridiques en matière de droits humains ont été ratifiés. Le deuxième aspect, c'est qu'après cette ratification, le Sénégal prend toujours soin de transposer ces dispositions internationales dans son dispositif interne. C'est ce qui fait que vous voyez très souvent des réformes qui sont opérées dans notre code de la famille, dans notre code pénal, dans notre code de procédure pénale, mais également que des lois spécifiques sont très souvent prises, ceci pour se conformer aux engagements internationaux qu'il a pris. Et enfin, le troisième aspect, c'est qu'il y a des obligations souvent qui découlent de cet engagement du Sénégal au plan international. Et l'un des engagements essentiels, c'est que le Sénégal doit produire, en des périodes choisies, des rapports nationaux. En 2017, le Sénégal a présenté son rapport national devant le groupe de travail sur l'examen périodique universel, c'est qu'on appelle l'examen des pairs au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qu'il préside d'ailleurs depuis 2019, depuis le 1er janvier 2019. Et cela atteste également un peu de la situation des droits de l'homme dans notre pays, parce que le fait aujourd'hui de présider aux destinées du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies constitue une illustration. Et deuxièmement, tout récemment, il y a une délégation sénégalaise qui était à Genève devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour donc présenter les rapports, deux rapports, le rapport national sur les droits civils et politiques, le rapport national sur les droits économiques, sociaux et culturels. Je pense que d'un point de vue global, si un État aujourd'hui se conforme à ces critères qui me semblent être des critères d'appréciation a priori, on peut être en mesure, et sans risque de nous tromper, de dire que c'est une situation des droits de l'homme normale. Merci, Maître Papsen. Babacar Ba, quelle est votre évaluation de la situation? C'est d'abord de saluer mon grand frère, Maître Papsen, qui est en train de faire un excellent travail au niveau du Comité des droits de l'homme. Alors, moi, je pense que parler de la situation des droits de l'homme au Sénégal en cette journée mondiale des droits de l'homme, c'est parler de la situation des droits de l'homme sur le plan des libertés fondamentales, sur le plan des droits civils et politiques, ainsi que sur le plan des droits sociaux, culturels et économiques. Et sur le plan des libertés fondamentales, notamment le droit de manifester, qui est un droit fondamental prévu par l'article 10 de la Constitution, qui d'ailleurs est le droit le plus en vue, car c'est le droit qui fait l'objet de plus de débats, et qui en ce moment fait penser que c'est le seul droit de l'homme qui existe au Sénégal. Alors, M. Souleymane, par rapport à ce droit de manifester, là, il faut reconnaître quand même qu'il y a des avancées. Car depuis un certain temps, contrairement à ce qui se faisait, nous avons constaté que l'État du Sénégal, j'allais même dire l'autorité préfectorale, a tendance à autoriser les manifestations. L'autorité est de moins en moins radicale comme il était dans le passé. Donc, pour parler de manière objective, il y a quand même des avancées. Mais, il y a un mais, M. Souleymane. Il reste beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Moi, je pense que le Sénégal peut aller à un niveau où les manifestations ne seront plus interdites. D'ailleurs, c'est ce qui fait le charme même de la démocratie. Permettre aux citoyens de manifester à chaque fois qu'ils le souhaitent, et sur toute l'étendue du territoire et à tout lieu, pourvu seulement que cela n'entrave à rien l'ordre public. Moi, je pense que c'est un recul quand même de mettre en prison des gens qui ne font qu'exercer un droit fonctionnel, d'autant plus que nous avons assez de force de l'ordre pour pouvoir encadrer toutes sortes de manifestations. Récemment, vous avez constaté que la Cour suprême a annulé l'arrêté du préfet de Dakar du 31 août 2018 qui interdisait une manifestation devant le ministère de l'Intérieur et qui était motivé par l'arrêté Ousmane Ngom. Donc la Cour suprême a estimé que le dit arrêt violait l'article 10 de la Constitution. Donc je pense que cet arrêté doit être retiré, en tout cas du circuit. Moi, je comprends un arrêté qui est pris pour une situation donnée, qui est limité dans le temps, mais non un arrêté qui perdure, qui viole, en tout cas, les lois et règlements de ce pays. Et par rapport aux droits civils et politiques,
là également, il faut reconnaître que il y a eu des manquements. Récemment, vous l'avez constaté, le comité, en tout cas la délégation qui était à Genève, le comité des droits de l'homme, en tout cas les experts ont fait des reproches au Sénégal sur ce qu'on appelle le principe du double degré de juridiction. Et là également, c'est un droit fondamental. Il est bien dit dans le préambule de notre Constitution. Si vous prenez le pacte relatif aux droits civils et politiques, il est bien dit, en tout cas, que tout citoyen qui est poursuivi a la possibilité quand même de faire recours devant une juridiction supérieure. Et aujourd'hui, si vous prenez le cas de la CREI, la juridiction, la Cour de répression et de l'enrichissement illicite, ce principe du double degré de juridiction, qui est un principe fondamental, n'y est pas. Donc je pense que là également, c'est des manquements qu'il faut quand même revoir, permettre en tout cas aux citoyens, si toutefois ils sont poursuivis par une juridiction, non seulement d'être jugés dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, si vous allez à Rebeuss, il y a des gens qui sont sous mandat de dépôt et qui, depuis pas mal de temps, ils n'ont pas été jugés. Donc le droit à un procès rapide, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ça c'est un droit fondamental, mais également le droit de saisir une juridiction suprême pour que l'affaire soit rejugée dans le fond. Là également, je pense que c'est des droits qu'il faut veiller. Et là également, il faut reconnaître que l'État du Sénégal, par rapport à ce droit-là, il y a quand même des manquements. Nous vous avons très bien compris. Maître Papsen, à vous entendre tous les deux, on a l'impression que parfois, une certaine catégorie de droits prend le pas sur les autres catégories, les droits politiques notamment, alors qu'il y a des droits catégoriels, les droits des enfants, les droits des femmes, les droits de certains groupes minoritaires qui posent réellement problème dans notre pays. La question des mendiants, la question des enfants qui n'ont pas la protection nécessaire, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas la santé, la question des violences faites aux femmes, etc. De ce point de vue, est-ce que vous avez le même niveau de satisfaction que dans les autres catégories, notamment les droits fondamentaux et les droits politiques? Oui, mais Souleymane, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire aujourd'hui, au vu peut-être de la situation par rapport à l'actualité, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, la défense des droits de l'homme se limite simplement à ses droits civils et politiques. Parce que c'est souvent quand des personnes ont été arrêtées pour avoir donc marché sans autorisation que l'on voit également qu'on agite la question des droits. Mais je pense que la question des droits catégoriels est extrêmement importante et vous l'avez dit. Et d'ailleurs, le thème qui a été choisi cette année par les Nations Unies met le focus sur la jeunesse. Parce que cette jeunesse constitue une couche assez particulière avec des droits spécifiques comme le droit à l'emploi, à un emploi stable, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Je pense que c'est des droits aujourd'hui très souvent que nous occultons et qui parfois ont besoin même de réformes substantielles pour pouvoir donc les atteindre. Je donne un exemple. Moi, je viens de Matam tout récemment parce que depuis presque 3 mois, nous avons entamé des visites avec des forums régionaux que nous organisons au niveau des régions minières. Et je vous dis, Souleymane, si vous allez dans les régions minières comme Kédougou, comme Thiès, comme Matam, vous allez voir des atteintes aux droits humains. C'est-à-dire que c'est des atteintes aujourd'hui qui remettent en cause même le vécu de certaines populations par rapport à l'impact que ces industries minières exercent sur le vécu des populations. Et très souvent, cela n'est pas connu des citoyens. Et là, nous avons mis en place au niveau du Comité sénégalais des droits de l'homme une plateforme multi-acteurs qui s'appelle l'Observatoire national pour le respect des droits de l'homme dans le secteur extractif. Et nous nous sommes assignés pour mission de prendre en charge la question de ces personnes impactées par les opérations minières dans ces zones par rapport à leurs droits. Et je pense que c'est aujourd'hui la question que vous venez de poser s'articule autour de ces droits catégoriels qui sont souvent occultés parce que très souvent nous sommes un peu victimes de l'actualité souvent politico-judiciaire avec peut-être ces qui ne sont pas minimes, il faut le dire, mais quand même je crois qu'on doit aller au-delà par rapport au combat que nous menons par rapport aux droits humains. Babacar Ba, toujours dans ce sujet, la question des droits de l'homme est une question très problématique parfois dans le débat public parce que certains pans de notre société vont à l'encontre des principes qui sont promus par ces droits humains. Notamment le droit de certaines minorités, même s'il faut tenir compte effectivement de la sensibilité culturelle, religieuse, sociale de certaines questions. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire
pour une meilleure sensibilité aux droits humains dans notre société. Je donne un exemple le plus récent, la question de la maltraitance des enfants dans certains contextes éducatifs. Et on a entendu tout l'argumentaire qui a été développé par les contempteurs des droits accordés aux enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens adhèrent plus à ces questions-là? Écoutez, moi je pense que c'est une question de sensibilisation. Tout à l'heure, je le disais à l'entame de mes propos. Aujourd'hui au Sénégal, on a l'impression que le droit de manifester, c'est le seul droit qui existe. Parce que c'est le droit qui revient le plus souvent. Et à côté, comme vous l'avez si bien dit, il y a ce qu'on appelle le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'électricité, le droit à l'eau, le droit au bien-être. Donc je pense que l'État du Sénégal, mais également nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous devons quand même mener des campagnes de sensibilisation pour, en tout cas, faire comprendre, en tout cas, aux citoyens, à la population, qu'à côté, en tout cas, des libertés fondamentales, notamment le droit de manifester, il y a ce qu'on appelle les droits catégoriels, le droit à l'éducation. Aujourd'hui, le droit à l'éducation, c'est un problème. Regardez les enseignants. Chaque année scolaire, on ne peut pas avoir une année scolaire où les enseignants ne partent pas en grève. Il y a en tout cas le problème des abris provisoires. Donc, même aussi pour la santé, aujourd'hui, il y a des gens qui peinent à accéder aux soins médicaux. Récemment, j'ai vu un cas où, en tout cas, quelqu'un qui se faisait renverser, il a perdu la vie parce que tout simplement, il n'a pas pu quand même bénéficier des soins médicaux à temps. Donc je pense que c'est des droits qui existent et que les citoyens ignorent. Et là aussi, il faut reconnaître que nous, organisations de défense des droits de l'homme, c'est à nous de mener cette campagne de sensibilisation pour qu'aujourd'hui, tous les droits de l'homme soient au même pied d'égalité. Voilà, nous arrivons au bout du temps qui nous était imparti. Je vous remercie tous les deux. Je rappelle que nous étions avec Baba Karba, président du Forum du Justiciable, et avec Maître Pape Sène, président du Comité sénégalais des droits de l'homme, que nous retrouverons tous les deux dans notre édition en Wolof. À 12h46, c'est la fin de cette édition.